Mesdames, Messieurs, chers amis, je suis, en tant que directeur du musée de l'Armée, particulièrement heureux de vous accueillir ce matin dans cet hôtel national des Invalides à l'occasion de ce colloque international sur les sorties de guerre de l'armistice au traité de Lausanne, qui fait écho, bien sûr, aux commémorations et au centenaire de l'armistice du 11 novembre, mais qui fait également écho à l'exposition temporaire que nous présentons actuellement dans ces murs, 3 étages au-dessus, exposition qui s'intitule « À l'Est, la guerre sans fin, 1918-1923 ». Et je remercie les organisateurs de ce colloque d'avoir choisi ce lieu pour cette deuxième journée, ce lieu où vous êtes chez vous autant que nous, car les Invalides sont un élément de notre patrimoine national et appartient donc à tous. Je commencerai peut-être par dire quelques mots sur les Invalides pour ceux qui connaissent moins bien ce monument, pour nos amis intervenants étrangers. Dire que les Invalides sont à la fois un lieu d'histoire, un lieu de mémoire, un lieu d'hommage et un lieu de transmission. Un lieu chargé d'histoire et certainement un des monuments, on va dire, les plus beaux, les plus importants, les plus prestigieux de Paris, fondé en 1670 par Louis XIV pour y accueillir ces soldats âgés, blessés, qu'il avait suivis sur les différents champs de bataille. Monument conçu, vous l'avez vu en rentrant tout à l'heure dans la cour d'honneur, à la fois comme une caserne, comme un monastère, avec toute la rigueur qu'il sied à ce genre de monument, et comme un hôpital. Cette histoire, elle est inscrite dans les pierres, elle est aussi, je veux dire, incarnée, encore aujourd'hui, et je le dis parce que c'est souvent méconnu, par la présence, encore ici, de plus de 150 pensionnaires militaires blessés qui sont pris en charge par l'Institution nationale des Invalides. Les Invalides sont aussi un lieu de mémoire depuis que Bonaparte, premier consul, a décidé en 1800 d'y transférer les restes du maréchal Turenne, puis le cœur du maréchal Vauban, avant lui-même d'y être transféré en 1841. Aujourd'hui, plus d'une centaine de héros militaires, de gloires militaires sont enterrés aux Invalides, des gouverneurs, des maréchaux, de l'Ancien Régime, du Premier Empire, du Second Empire et jusqu'aux maréchaux de la Première et de la Seconde Guerre mondiale. Quelques généraux, quelques amiraux qui se sont illustrés. Et le musée a, entre autres, pour mission d'entretenir la mémoire et du sacrifice de tous les soldats morts pour la France, qu'il s'agisse de ces gloires militaires, mais aussi des soldats non pas inconnus, mais méconnus ou anonymes. Les Invalides sont aussi un lieu d'hommage. C'est dans la chapelle des soldats, à quelques mètres d'ici, que Napoléon procède en 1804 à la première remise des Légions d'honneur. C'est là que sont accueillis les chefs d'État en visite officielle. C'est là aussi que sont rendus les hommages aux personnalités civiles, comme l'année dernière à Jean d'Ormesson, plus récemment à Marcel Dassault ou à Charles Aznavour, et puis et surtout aux militaires morts au combat, ou depuis 2015 aux victimes du terrorisme. Enfin, les Invalides accueillent non pas un, mais 3 musées. Le musée de l'Armée, qui est installé dans ces lieux depuis 1905, précédé par le musée de l'artillerie, arrivé ici en 1871 et profitant un peu de la baisse importante du nombre de pensionnaires du fait de la mise en place de la conscription.
donc le musée de l'armée le plus ancien, installé ici en 1905, le musée de l'ordre de la Libération, et puis une collection ancienne qui remonte à 1777, qui est arrivée ici aux Invalides au 19e, qui est la collection des plans reliefs. Ces trois musées racontent l'histoire de France et font de ce lieu un endroit où l'on transmet notre histoire, l'histoire de notre pays et ses valeurs. Pour en venir maintenant à l'exposition en cours, à l'Est, la guerre sans fin, 1918-1923, celle-ci nous invite à porter notre regard sur la situation à l'Est de l'Europe centrale et orientale jusqu'au Levant, sur les décombres des 4 empires qui disparaissent les uns après les autres, laissant des populations entremêlées dans des territoires hétérogènes. En nous entraînant de la Finlande à la Palestine et jusqu'en Sibérie, à la suite des forces alliées, mais surtout des forces françaises, l'exposition, je crois, témoigne de très nombreuses vertus et fait œuvre de pédagogie pour un public majoritairement français, venus nombreux, avec déjà en 2 mois 30 000 visiteurs, et qui découvre un pan d'histoire assez méconnu, doit-on le dire. Cette exposition nous rappelle d'abord, et vous l'évoquerez, vous l'avez déjà évoqué hier, qu'armistice ne signifie pas paix, et que la fabrique des traités fut un chantier difficile, hautement complexe, pour élaborer entre 1919 et 1923, dans un climat de rivalité entre grandes puissances, de ressentiment des vaincus et d'attentes parfois irréalistes des peuples, les 6 traités qui ont mis fin à la Grande Guerre à l'ouest et à l'est. L'exposition montre aussi comment les peuples, autrefois intégrés dans des grandes constructions multinationales qu'étaient les empires, tentent de se constituer ou de se reconstituer en tant que nation indépendante et homogène. Il y a un moment auquel ils sont, où ces nations sont particulièrement aujourd'hui attachées. Dimanche dernier, nous commémorions avec la Pologne, à l'occasion d'un concert, le centenaire de l'indépendance recouvrée de la Pologne, et avons accueilli quelques jours avant le président roumain, qui lui aussi commémorait le centenaire de la reconstitution de la Roumanie dans ses frontières actuelles. L'exposition rappelle aussi le rôle souvent essentiel de la France, de ses chefs militaires, certains encore connus comme Berthelot, comme Franchet-Desprez, d'autres malheureusement ignorés, comme par exemple le général Henri Leron, qui, à la tête d'un corps d'interposition composé de troupes françaises, britanniques et italiennes, tente de contenir les heurts violents entre pro-allemands et pro-polonais lors du plébiscite de Haute-Silésie en 1922. Et c'était important, ici au musée de l'armée, à l'occasion de cette exposition, de rappeler l'implication forte et importante des militaires français durant cette période. Il était impossible d'imaginer de faire une telle exposition sans que nous soyons accompagnés par les archives diplomatiques, car les traités sont au cœur de ce discours scientifique et les archives diplomatiques se sont engagées aux côtés du musée dans un partenariat tout à fait exceptionnel, avec le prêt de 6 ratifications et d'un traité. La ratification du traité de Versailles, l'instrument de ratification cubain du traité de Versailles, instrument de ratification autrichien du traité de Saint-Germain-en-Laye, l'instrument de ratification roumain du traité de Neuilly, l'instrument de ratification du royaume de Serbie du traité de Trianon, le pouvoir de signature de l'Arménie du traité de Sèvres, et enfin le traité et l'instrument de ratification turc du traité de Lausanne. Et c'est une véritable chance que nous avons ici de pouvoir présenter en ce moment, en plein cœur de Paris, ces pièces magnifiques, hautement symboliques, riches d'histoire
et qui sont, je vais dire, dans les trésors des archives diplomatiques. À côté de ces instruments, de ces ratifications et pouvoirs de signature, les archives diplomatiques ont consenti d'autres prêts importants, voire emblématiques, comme par exemple la carte des accords Sykes-Picot ou un exemplaire des 14 points de Wilson. Ce n'est pas la première fois que les archives diplomatiques prêtent autant de pièces au musée de l'armée. Ça avait déjà été le cas, par exemple, pour l'exposition Indochine des territoires et des hommes, 1856-1956, pour laquelle il avait mis à disposition 4 traités importants, traités de paix, d'amitié et de commerce entre la France et la Chine, ou d'établissement des protectorats français. Je veux dire qu'au-delà du prêt des archives, il y a eu une véritable collaboration scientifique entre les équipes du commissariat de l'exposition et les équipes des archives diplomatiques pour la rédaction des cartels, pour la rédaction d'un certain nombre d'essais du catalogue, et puis pour la réalisation de cartes importantes pour accompagner le propos de l'exposition, pour illustrer le catalogue, des cartes politiques, des cartes géographiques, des cartes ethno-linguistiques qui donnent une dimension, je veux dire, tout à fait majeure à cette exposition sur l'apparition, l'effondrement des empires et l'apparition des États-nations en Europe et au Levant. Et je tenais, pour terminer, à profiter de ce colloque pour insister devant vous sur cette collaboration extrêmement fructueuse, qui n'est certainement pas la dernière, et pour remercier très chaleureusement le directeur des archives diplomatiques. Donc vous remercier très chaleureusement, chers amis, de cette collaboration, et remercier toutes vos équipes pour l'aide apportée, et vous souhaiter une excellente journée dans cet auditorium Austerlitz pour la suite de ce colloque. Je vous remercie.